Et avec nous en plateau pour aller plus loin, Charlotte Recoquillon, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des États-Unis. Vous travaillez notamment sur les inégalités dans ce pays et sur les violences policières. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces événements, dans ces nouvelles convulsions raciales aux États-Unis ? Alors, ce qui me frappe, c'est pas la cause de l'embrasement, puisque le décès de George Floyd, malheureusement, est un cas récurrent. Et ce sont des violences qu'on voit perpétuellement, voilà, qui sont persistantes dans l'histoire américaine. Donc, et le fait qu'elle soit le déclencheur de protestations et de révoltes n'est pas non plus une nouveauté. Peut-être ce qu'on peut observer aujourd'hui de nouveau, c'est que les manifestants sont assez divers et qu'on assiste à des coalitions multiraciales avec une participation des Blancs plus importante que dans les mouvements de Black Lives Matter, même il y a 5 ans. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est un petit peu tôt peut-être pour avoir vraiment des explications définitives, mais je pense que d'abord c'est le travail de Black Lives Matter qui paie. Et que 5, 6 ans, 7 ans de pédagogie sur la question du racisme structurel, sur la question des inégalités, sur la question de la condition des Noirs aux États-Unis a fini par percer un petit peu dans l'opinion publique. Et là où il y a 7 ans, quand on a parlé de Trayvon Martin initialement ou de Michael Brown un an plus tard, il y avait encore du déni à imaginer que sans doute les victimes avaient fait quelque chose de mal ou mérité leur sort d'une façon ou d'une autre. Je crois que l'opinion publique a commencé à prendre conscience que non, il y avait vraiment des biais structurels aux États-Unis. Alors, beaucoup de personnalités se mobilisent, notamment Michael Jordan, l'ancienne gloire de la NBA, du basket américain, qui dénonce un racisme enraciné. Serena Williams aussi a posté une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une petite fille qui fond en larmes dans une réunion publique. Regardez. Je suis venue ici aujourd'hui pour parler de ce que je ressens. Et je ressens que nous sommes traités différemment des autres personnes. Et je n'aime pas la manière dont nous sommes traités. Uniquement à cause de notre couleur. Cela ne signifie rien pour moi. Je crois que... You're doing great. You're doing a great job. Ne t'arrête pas. Nous sommes des personnes noires et nous ne devrions pas nous sentir ainsi. Nous ne devrions pas protester parce que vous nous traitez tous mal. Nous faisons cela parce que nous devons avoir des droits. Charlotte Recoquillon, il y a aussi une autre vidéo d'un garçon qui chantait et qui disait la même chose que cette fille. On se croirait au temps de la ségrégation. Comment vous expliquez qu'en 2020, après Barack Obama, Donald Trump lui a succédé, qu'on en soit encore là ? Parce que je pense que les transformations qui seraient nécessaires pour vraiment mettre fin au racisme sont colossales et sont quasiment révolutionnaires en fait. Il y a de plus en plus de recherches qui travaillent sur l'interpénétration du capitalisme et du racisme et sur le fait que la société américaine entière et tout le système capitaliste de la société américaine repose sur l'exploitation des Noirs et des pauvres. Les Afro-Américains représentent 13% de la population, 14% de la population des États-Unis et 23% des pauvres, 40% des victimes du Covid, du coronavirus. Dans certains États, ça atteint 70%, en tous les cas dans un État notamment, il me semble. Il y a une corrélation entre tout cela, cette colère, c'est ça aussi qui ressort aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle justement le racisme systémique. Quand on parle des policiers racistes et le fait de demander justice pour George Floyd et de demander la condamnation immédiate de ces policiers, c'est important, c'est incontournable, il faut le faire. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on se sépare de quelques individus racistes qu'on met fin au racisme structurel dans la société américaine. Et effectivement, on voit bien avec les morts du coronavirus que c'est le résultat des déserts alimentaires et des infrastructures défaillantes dans les quartiers pauvres, de l'occupation d'emplois plus précaires, de salaires plus bas, de moins bonne couverture santé, d'une alimentation, d'une protection sociale moins importante et moins bonne, d'un tas de facteurs qui conduisent vraiment à la mort. Et quand on voit la vidéo de la petite fille et puis l'autre que vous évoquiez, ça brise le cœur parce qu'on se dit que la colère d'aujourd'hui, elle est le résultat de leur invisibilité et de la surdité du pays à cette détresse, après avoir dit sur tous les tons, de toutes les façons, dans tous les cercles,
que ce soit par des récits personnels, par des actions individuelles, par des actions collectives, par des recherches. La sociologie regorge de travaux. On va poursuivre, si vous le voulez bien, on vous retrouve après. Mais d'abord, cette image, parce que ces événements, on le voit, dépassent les frontières des États-Unis, avec notamment un écho particulier au Canada, pays d'Amérique du Nord également. Des milliers de personnes ont défilé à Montréal pour dénoncer le racisme et les violences policières. Ça s'est passé dans le calme, sauf dans la soirée où ça a dégénéré avec des affrontements et des pillages dans le centre-ville. Il faut dire que cette question est aussi très sensible au Canada. De nombreux parents afro-canadiens apprennent à leurs enfants comment interagir avec les policiers pour éviter un dérapage, une bavure entre guillemets des forces de l'ordre. C'est un reportage de Jacques-Audrey Charbonneau. C'est une préoccupation bien réelle pour plusieurs parents d'enfants noirs. Comment les préparer à interagir avec un policier? J'essaie de leur expliquer que certains endroits dans le monde, tout dépendant de la couleur de ta peau, une vérification de routine, ça peut mal virer. Parce que le profilage racial existe, la famille Zéphir y est souvent confrontée. La police est là pour nous protéger, mais c'est une force de répression. L'essentiel, c'est d'essayer d'avoir un comportement exemplaire pour éviter. De collaborer, ça va pour la première fois, la deuxième fois, mais j'ai pas vraiment eu de conseils sur comment gérer cette frustration pour la 17e fois, la 18e fois que le hasard fait en sorte qu'on me contrôle. Le phénomène de cette conversation a même fait l'objet d'un documentaire aux États-Unis. Malgré la différence de la réalité américaine, la crainte d'une interpellation musclée inquiète ici aussi. C'est une crainte qui existe en Amérique du Nord, en Europe, donc c'est pas réservé aux États-Unis. Et je trouve que c'est dommage qu'on attend à que ça arrive ici pour l'aborder. Pour Marie-Lane Lopez, il est grand temps justement d'élargir cette conversation. Tous les parents ont un devoir de parler sur le racisme. Nous recevons des plaintes de profilage racial. Myrlande Pierre a beau occuper un poste à la Commission des droits de la personne, elle est aussi la mère d'un jeune homme noir. Comme parents, bien entendu, on s'attend que les services de police protègent nos enfants. On ne devrait pas avoir cette inquiétude-là. En octobre dernier, un rapport de chercheurs mandaté par la Ville de Montréal a révélé que les personnes autochtones et noires avaient entre 4 à 5 fois plus de chances de se faire interpeller par des policiers du SPVM que les personnes blanches. Voilà pour la manière dont on voit ces événements au Canada. Dernière question pour vous, Charlotte Recoquillon. Elle peut paraître exagérée, mais selon les statistiques, les Blancs non hispaniques, non latino-américains deviendront minoritaires aux États-Unis en 2045, quand on sait qu'il y a des armes dans quasiment tous les foyers. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile aux États-Unis aujourd'hui ? Alors, quand on dit que les Blancs vont devenir minoritaires, c'est-à-dire que le groupe blanc ne sera plus majoritaire. Mais les groupes en face sont extrêmement diversifiés. Donc il ne va pas y avoir un groupe majoritaire tout de suite face aux Blancs. Oui, mais s'il n'y a pas le lien social, aujourd'hui, vu comment sont les événements, on peut se poser la question. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec un président comme Donald Trump, qui effectivement est extrêmement clivant et qui entretient le chaos dans le pays, il n'y aura pas forcément de paix. De là à imaginer une guerre civile, là pour l'instant, je ne veux pas voilà, faire de prédictions. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que l'analyse de la situation actuellement, il est important de ne pas tomber dans le piège de la criminalisation des manifestants en parlant d'émeutes et de violence, mais vraiment en prenant en compte la violence de l'État à leur encontre, cette violence d'État qui fait que des parents aux États-Unis, au Canada ou en France, ont à éduquer leurs enfants sur les potentielles interactions avec la police. Merci beaucoup, Charlotte Recoquillon, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous.